Donc maintenant au temps d'échange, je crois que Bernard Kouchner est motivé pour répondre, pour défendre un optimisme vis-à-vis de la question de l'euthanasie et notamment la fin de vie. Et j'aimerais vous inviter, Bernard Kouchner, à répondre à notamment une question qu'évoque Lou Schetzer, à savoir, est-ce que lorsque le patient est souffrant, il ne risque pas de voir son jugement altéré, de telle sorte qu'il n'est pas forcément convaincu de vraiment vouloir la fin de vie. Écoutez, je connais cet argument par cœur. Vous caricaturez, M. Schweitzer, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est toujours dans le côté positif que les choses se passent, et jamais, vraiment, je ne connais pas d'exemple, mais enfin vraiment, c'est très, très, très exceptionnel. On tue le patient pour libérer le lit. Mais qu'est-ce que vous croyez que ça se passe dans les... J'ai jamais dit ça, vous notez Oui, bien. enfin, vous l'avez très largement sous-entendu. Ça veut dire que les conditions économiques, vous avez dit ça, c'est plus joli, bien sûr. Oui, eh ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il se passe qu'il y a un débat qui échappe, en effet, vous l'avez dit avec beaucoup d'honnêteté, qui échappe à Dieu. Hein ? Dieu, là-dedans, vous le consultez par oui dire, quoi. Il n'est pas responsable, c'est pas lui. Il était responsable d'ailleurs de la vie bien avant, et puis on a fait des progrès dans la médecine, terribles progrès, très positifs, et vous avez eu raison de dire que dans cette fin de vie, enfin dans le problème de la fin de vie, il y a eu aussi beaucoup de progrès, qui vont tous évoluer dans un sens, vous n'avez pas tort de prévoir quelques difficultés, bien sûr, dans les pays que vous avez cités et qui s'étendent très largement. Ça, c'est pas présenté comme ça. Les médecins n'ont pas perdu leur conscience. Simplement, le domaine de leur, comment dirais-je, sacerdoce s'est étendu et a changé. Et les personnes malades, les malades en général. D'ailleurs, on disait les patients, moi aussi, comme euthanasie que je déteste, parce que patient, c'est très passif. Bon, eh bien, ce sont des personnes malades. Elles ne sont plus passives. Et elles se posent la question. Et on ne les forcera pas, ni dans un sens, ni dans l'autre. Parce que, en réalité, le problème se pose de la personne responsable. Alors, vous dites, très justement, il faut qu'on invente un système, et on dit, à un moment donné, dans sa vie, qu'on voudrait partir à tel âge, ou si on est diminué, etc., puis après, on ne veut plus. Bien sûr. Ça, c'est des questions qui se posent très, très, très largement. Il faut y réfléchir, et non seulement ça, il faut que la personne responsable ne soit pas responsable ad vitam aeternam, si j'ose dire. Il faut que ça évolue et que ce soit la vraie parole. Mais vous savez, ce sont des cas très, très infimes. Il n'y a pas beaucoup de gens qui se posent comme ça la question. Et merci d'avoir fait la différence entre les gens responsables qui sont, comment dirais-je, lucides et les personnes malades. Parce que quand même, vous dites, si on veut refuser les soins, mais quand il y a des soins qu'on doit refuser, il y a très longtemps qu'on est dans le coma. Il y a très longtemps qu'on n'a plus la parole libre, il y a très longtemps qu'on ne peut plus donner son impression. C'est ça tout le problème, c'est qui fait quoi dans ce cas-là. Alors, puisque vous approuvez, j'avais compris, mais vous pouvez me contredire, bien sûr, puisque vous approuvez la loi qui serait celle que l'on va voter maintenant, la loi Leonetti-Eccles, la sédation, d'abord, elle est profonde, ça s'appelle. Très ambiguë, le moins qu'on puisse dire. Hein. Bon, ça veut dire que ça mène à la mort. Bon. Alors, quelle est la différence, s'il vous plaît, entre quelqu'un qui aurait choisi, par l'intermédiaire d'une personne responsable qui aurait apporté enfin, on aurait vraiment vérifié si la valeur de son témoignage pour celui qui est malade, à qui on dit, on ne peut pas dire, parce qu'en plus, ils sont dans un état de douleur et de sédation déjà avancé, et on ne peut pas dialoguer avec ces malades-là. Alors, la solution, d'après la loi Claes-Leonetti, ça va être pour ne pas qu'il souffre, y compris psychologiquement, ce qui est une notion extrêmement difficile à préciser, on va appliquer la sédation profonde. Bon, là vous avez dit, il faut qu'on demande, il y a une collégialité, etc. Elle ne marche pas, cette collégialité. Il faut bien qu'on sache
que dans un service, d'abord, qui prend part à la discussion? Est-ce que c'est seulement les médecins? Certainement, il ne faut pas que ce soit seulement les médecins. Il faut que ce soit aussi le personnel soignant, etc., etc. Mais même ça, vous n'obtiendrez pas l'unanimité. Par rapport à Vincent Humbert, le diagnostic, si j'ose dire, enfin la sentence, si j'ose dire aussi, bref, la décision a été différente à chaque fois. Deuxièmement, quand vous demandez... au terme de la loi qui va venir, il n'y aura pas besoin de direction collégiale. On va appliquer cette sédation profonde, on consultera le service. Mais dans les circonstances où, par exemple, Bonne Maison a été appelé sans consulter, ça, il a eu tort. Mais enfin bon, il ne pouvait pas. Qu'est-ce que vous croyez dans un service où on est là et où il y a une voie de garage qui est désignée, comme c'était le cas à l'hôpital de Pau, où les gens qui sont en urgence, on a déjà refusé de les mettre sous n'importe quelle assistance médicale, et puis voilà, on attend qu'ils meurent en réalité. Donc, c'est très difficile, la collégialité à ce moment-là. Comment vous convoquez la famille? Où s'arrête la famille quand on connaît un beurre entre la maman et la femme, et les contradictions que ça soulève? Vous connaissez, c'est très très délicat, et je ne dis pas du tout que je ne respecte pas votre opinion, je la respecte. Les gens qui pensent au terme, parce qu'ils sont chrétiens, comme vous l'avez dit, eh bien très bien. Encore une fois, je l'ai dit 10 fois, mais je le dis 10 autres fois, on n'imposera rien, rien du tout. Simplement, on va laisser des gens qui, dans leur libre arbitre, au moment où il existait encore, choisissent de partir différemment et ne veulent pas se plier ni aux termes de la société, fût-elle hospitalière, mais qui disent, bon, ben voilà, oui, on se dégrade et je n'ai pas envie de me dégrader pour ma famille, pour tout ça. 1000 raisons qui ont été, comme vous le dites, fait l'objet de films et de livres, etc. Il n'y a aucune raison qu'on ne leur en donne pas le droit. Le seul problème, c'est est-ce qu'un médecin doit être responsable et doit assister? Ça, personnellement, je pense que ce n'est pas nécessaire, parce que ça donne une responsabilité et un espèce de, comment dirais-je, de penchant euthanasique, pardon, qui n'est pas nécessaire. Ce n'est pas la peine. On peut très bien s'entourer de toutes les garanties sans que le médecin soit responsable. S'il y a des médecins qui sont volontaires, comme c'est le cas dans tous les pays que vous avez cités, on ne force pas les médecins à assister la mort. Bon, très bien. Mais maintenant, vous aurez cette loi Leonetti-Claes, Claes-Leonetti, sédation profonde. Eh bien, le docteur Bonne-Maison, il a été, dans un premier temps, acquitté pour les 6 cas, dont un seul avait porté plainte de la famille, puisque elle était morte, bien sûr. Il avait été acquitté par un jury populaire. Le parquet a fait appel. Je me demande bien qui, au parquet, a pris cette responsabilité lourde. Quoi il se mêle? Le parquet a fait appel, il y a eu un autre jury populaire, et là, on l'a acquitté pour 5 cas, mais pas le 6e, où il a utilisé quoi? De l'hypnogel, c'est-à-dire la drogue que va utiliser, en particulier, il y en a d'autres, mais sont toutes les mêmes dérivés des benzodiazépines. Eh bien, c'est ce qui se passera avec la loi Leonetti. Bon. Alors, ce qu'on peut reprocher à Bonne-Maison, et dans les circonstances où il était, on peut le comprendre, mais c'était pas bien, c'est de ne pas avoir prévenu la famille. Mais qui c'est la famille? À quel moment on la convoque quand un médecin de garde et que c'est très difficile. Bon, à part ça, on peut quand même lui reprocher, mais c'est pas suffisant. Donc, vous voyez, il y a une ambiguïté formidable avec cette loi qui va venir, qui dit sédation profonde, et après, je vous épargne la discussion sur sédation profonde. Ça veut dire quoi? Qu'on arrête l'alimentation hydrique, on donne plus d'eau, on donne plus rien à manger. À Vincent Humbert, on continue à le nourrir par sa sonde. Ça fait 6 ans. Ça sont des questions vraiment très difficiles quand on va au fond de la technique, si j'ose dire, pas philosophiquement. Moi, j'ai déjà choisi depuis très longtemps. Ça ne veut pas dire que je vais le faire, que je serai assez courageux d'ailleurs pour dire, ben voilà, moi je voudrais partir au moment où je le choisis. Mais en tout cas, l'idée qui vient, parce que c'est l'évolution mondiale, de donner à chacun sa responsabilité, à tort ou à raison. Vous savez, à tort ou à raison, on ne demande pas à naître. Il y a bien des choses qu'on n'a pas complètement choisies. Et je pense que ça, c'est le dernier choix, pour une raison simple d'ailleurs. Oui, c'est le dernier, d'accord. Non seulement ça ne me choque pas, mais je trouve que c'est une vraie zone où notre liberté était
asservis à des techniques médicales qui certes évoluent et sont des progrès, mais qui ne doivent pas masquer ce choix essentiel, peut-être avec sa famille, et dans l'exemple que je vous ai dit, Madame Jospin, c'est avec sa famille complètement. Choisir le moment en disant « je vous ai beaucoup aimé », vous savez, c'est ce que Gide a dit sur son lit de mort, je ne vous ferai pas d'injure, il a dit « c'était bien », et il est mort. Bon, moi je trouve que c'est mieux qu'on puisse le choisir. Jamais on aura la certitude complète. Ce débat, je l'ai eu à un niveau, exactement au même niveau d'ailleurs qu'on l'a ce soir, mais vous savez, à un moment donné, on se heurte à cette question essentielle, à qui appartient la vie? Alors on y répond de deux façons schématiques, à Dieu ou aux hommes. Nous ne trancherons pas de ce débat, mais il y a des lois qui nous imposeront, sans les imposer aux personnes malades, de pouvoir faire un choix. J'espère qu'elles seront faites dans des conditions qui ne rendent pas ce choix complètement techniquement, complètement imaginaire. Parce que c'est ça le danger. À quel moment vous pouvez dire comment l'équipe médicale va réagir, etc. Mais ça ne se passe pas si mal dans plein de pays. Merci Bernard Kouchner. Nous passons donc à Luschetzer et j'ai notamment une question à vous poser, même si vous pourrez par la suite, bien sûr, vous avez 10 minutes, répondre aux objections qui vous ont été posées par Bernard Kouchner. Néanmoins, il me semble qu'il y a un point fondamental sur lequel insiste beaucoup Bernard Kouchner, c'est celui de la liberté. Et finalement, est-ce que la liberté n'est pas quelque chose de sacré qu'en tant que théologien chrétien, d'une certaine manière, vous ne seriez pas en train de négliger en ne permettant pas aux individus de faire leur choix? Je crois que la liberté est quelque chose d'extrêmement important, mais pas de sacré. Dieu merci, si nous voulons vivre en société, ma liberté a des limites. Alors, c'est là, je pense, une des différences fondamentales entre nos deux positions. C'est que je trouve Bernard Kouchner extrêmement optimiste parce qu'il réduit la question au problème de la liberté individuelle, pensant que cette liberté individuelle n'aura pas de conséquences extérieures. Moi, je suis beaucoup plus pessimiste là-dessus, pensant que la liberté individuelle a aussi des conséquences, qu'il y a un pacte de la société. Et que, à partir du moment où moi je considère, et où la société considère que la liberté de chacun, c'est non seulement de pouvoir, parce que quand on dit la liberté de mourir, au fond, s'il s'agit de se suicider, personne ne vous empêche si vous le souhaitez. Dans le passé, vous savez, autrefois, c'est presque de manière, j'allais dire presque drôle, mais dans un passé, le suicide était tellement interdit qu'il pouvait être que quelqu'un qui tentait de se suicider et qui s'en sortait était condamné à mort. Je trouve ça assez paradoxal et amusant. Donc, enfin, pas amusant avec le recul et vu d'ici. Ça devait être moins amusant, je pense, à l'époque. Mais je dirais aujourd'hui, vous savez, quand on parle de droit, on parle quelquefois de droit-liberté ou de droit-créance. Hein. Le droit-liberté, c'est « j'ai le droit de me suicider ». Si quelqu'un tente de se suicider et qu'il se rate, personne ne va le condamner. Il ne tombe pas sous le coup de la loi, il est pleinement libre, etc. Ce qu'on demande là, c'est autre chose. C'est que la société dans son ensemble lui donne les moyens. L'idée, c'est la société a le devoir de me donner les moyens de me suicider et de mourir. Et là, j'engage la société, pas seulement le médecin qui va accomplir éventuellement l'acte, ou si ce n'est pas le médecin, le pharmacien, ou si ce n'est pas le pharmacien, quelqu'un d'autre, le militant d'une association, mais je pense qu'on change le pacte social dans son ensemble. Et moi, je suis beaucoup moins pessimiste, et beaucoup moins optimiste, je dirais, là-dessus. Je crois qu'effectivement, il y a des barrières, il y a une barrière, là, je crois, pour moi, un peu sacrée, à ne pas franchir. Et, si j'ose continuer, et ça me permet de répondre quand même à une des remarques de Bernard Kouchner, c'est une remarque sur la sédation. Sur la sédation. Hein. J'ai l'impression qu'effectivement, quand on parle de sédation, on s'entend dire des choses souvent relativement agressives des deux côtés. C'est-à-dire, les uns vont vous dire, si vous êtes pour la sédation, vous ne vous rendez pas compte, c'est déjà quasiment de l'euthanasie, c'est très mal, il faut interdire la sédation. Et puis vous en avez d'autres qui vont dire, mais qui sont quasiment d'accord, comme Bernard Kouchner avec ce premier point, en disant, au fond, sédation, euthanasie, c'est presque pareil, si vous acceptez l'un, il faut accepter l'autre.
Et moi, je dirais non, parce que je crois que les mots ont un sens. Et que chaque fois qu'il y a un flou artistique, je crois que ce flou artistique est dangereux. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles appeler fin de vie l'euthanasie me paraît inimaginable, parce que la fin de vie, c'est tout. C'est plein de choses. Je veux dire, la fin de vie, j'espère bien que, sans passer par l'euthanasie, nous allons tous arriver un jour à la fin de vie. Moi aussi. Mais c'est le terme global, c'est le terme englobant. Hein. Donc, si vous ne voulez pas du mot euthanasie, je veux bien, mais trouvez un mot qui dise ce que dit l'euthanasie. C'est-à-dire qui dise que c'est le fait de donner la mort à quelqu'un, à sa demande, si tout va bien, hein, mais de donner quand même la mort à quelqu'un. Et alors, pour moi, c'est ça la grande différence entre sédation et euthanasie. J'ai reconnu dès le départ que la frontière était floue, mais ce n'est pas parce qu'une frontière est floue que les deux réalités sont identiques. La sédation, c'est le fait d'endormir quelqu'un, c'est le fait d'aider quelqu'un à ne plus souffrir. Donc là, dans l'acte de sédation, on aide quelqu'un à ne pas souffrir. Et on ne cherche pas à lui donner la mort. Il se peut que ce soit dans une période de sa vie et de telle manière que cette sédation va être terminale. Mais vous êtes sûrement d'accord pour dire que toute sédation n'implique pas, entre guillemets, de tuer le patient. Dieu merci. Et donc pour moi, je fais quand même une énorme distinction. Je trouve que la sédation est une bonne chose parce qu'effectivement, vous avez des croyants, et des croyants catholiques en particulier, ça m'a beaucoup frappé parce que j'ai découvert ça un peu en tant que protestant, c'était pour moi moins évident, mais qui ont le besoin spirituel de vivre leurs derniers instants de manière lucide et constante pour des raisons que je comprends tout à fait, que j'admire et que je respecte tout à fait. Bon. Mais je suis aussi d'accord avec Bernard Kouchner pour dire qu'il y a des millions de gens qui n'ont pas ces convictions-là, qui sont morts de peur devant ce qui va leur arriver dans les derniers moments de leur vie, et qui meurent de peur, le mot est très mal choisi, pardon, je vois des sourires, j'ai pris conscience après coup, c'est involontaire, mais en tout cas qui souffrent, je dirais, de cette perspective, et qui préfèrent être endormis pour ne pas avoir à supporter ces dernières choses. Et je crois effectivement que dans une société qui n'est pas une société chrétienne, mais qui est une société plurielle, où les convictions des gens ont à être respectées, personnellement, je trouve ça une bonne chose. Mais je tiens à faire cette distinction. Pour moi, elle a quand même une valeur entre la sédation et le fait de donner la mort. Là, il y a une barrière. Je crois que c'est dangereux de mélanger les mots. Voilà. Merci, Louis Schweitzer. Nous passons donc maintenant au temps d'échange, de débat, de questions plus précisément de la salle. Je suis sûr que le public meurt d'envie de poser ces questions. Allons-y, hein, gaiement. Là, c'était volontaire. Vous pouvez donc poser vos questions. Vous pouvez également préciser l'intervenant si votre question s'adresse à un intervenant en particulier. Et je précise dès maintenant que le temps de parole est légèrement favorable pour Louis Schweitzer. Donc si vous avez des questions pour Louis Schweitzer, allez-y. Posez donc vos questions en nommant l'intervenant si il y a un intervenant précisément que vous voulez interroger. Et puis d'autre part, la question doit être si possible courte. Nous sommes dans la civilisation du Twitter, du 140 caractères. Eh bien, je vous invite à poser des questions courtes pour que chacun puisse justement poser sa question. Alors, une personne viendra avec un micro. Ok. J'ai une question assez naïve parce que je suis pas trop dans ce sujet-là. Je découvre un peu tout, mais j'ai pas bien vu En fait, quand on a parlé d'altération de jugement. J'ai l'impression qu'il y a des subtilités à prendre, à dire à quel moment le jugement de la personne est tellement altéré qu'on on peut pas juger qu'il est responsable, ou etc. Dans ces cas-là, ça me paraît important. Et puis, est-ce que, alors peut-être que je suis à côté du sujet, mais sur la question de la souffrance aussi, c'est pareil. Je me dis, est-ce qu'il y a une condition de souffrance pour demander l'euthanasie? Et dans ce cas-là, pareil, il y a une question de frontière qui me paraît délicate. Est-ce que vous avez des réponses par rapport à ça? Je ne sais pas si c'est une question qui est tellement creusée. À qui s'adresse la question? Aux deux, d'accord. Ouais. Donc deux questions. On va commencer peut-être par Louis Schweitzer qui a un peu plus de temps. Alors la deuxième question en tout cas est toute simple. L'euthanasie, quand on parle de souffrance, le mot est très vaste. Il y a la douleur, qui est une douleur physique. Et puis après, vous avez la souffrance qui peut être extrêmement complexe. Alors, c'est pas qu'il est nécessaire de souffrir, c'est pas qu'il faut souffrir pour demander l'euthanasie, mais je veux dire,
si quelqu'un demande l'euthanasie, c'est en général, la plupart du temps, pour éviter de souffrir. C'est-à-dire, soit pour éviter la douleur, ou le moment difficile qu'il considère comme devant arriver, soit pour... Et quelquefois, ce n'est pas la question de la souffrance qui est directement en cause, ça peut être soit le fait d'éviter une déchéance, lorsque la personne commence à se rendre compte qu'elle va, parce qu'elle est atteinte d'une maladie grave, ou parce que, voilà, elle va finalement perdre un certain nombre de ses moyens. Et on résume ça dans les milieux qui défendent la mort, l'euthanasie, le souhait de mourir dans la dignité. Alors, la notion de dignité est quelque chose de très complexe, parce que vous avez deux sens à la dignité. Vous avez la dignité objective de quelqu'un. Et j'ai l'impression que lorsqu'on est chrétien ou lorsqu'on croit aux droits de l'homme, et je crois qu'au fond... Non, mais sur ce plan-là, je crois que nous allons quand même nous retrouver. J'ai quand même l'impression que... Alors voilà, lorsqu'on est chrétien, et puis Bernard Kouchner dira s'il est d'accord, on peut penser que la dignité d'une personne est absolue. C'est-à-dire que la dignité de la personne ne dépend pas du fait qu'elle soit jeune, vieille, en bonne santé, malade, handicapée, etc. Et donc dans ce sens-là, au sens profond du terme et objectif du terme, la dignité de quelqu'un qui est atteint de la maladie d'Alzheimer est exactement la même sur un plan ontologique, je dirais, en tant qu'être humain, que la dignité du prix Nobel de ce que vous voulez. Ça, c'est la dignité objective. Et je pense que si on croit aux droits de l'homme, on devrait dire une chose à peu près pareille. Et quand dans l'histoire on a commencé à dire autrement, j'ai l'impression que c'est devenu extrêmement dramatique. Mais il y a une deuxième dignité qui est en cause là. C'est le sentiment subjectif de la dignité. Et c'est celui-là dont on parle en général. C'était la première question qui a été posée sur l'altération. Oui, ça c'est autre chose. À quel moment Attendez. C'est ça. Alors, attendez, je finis juste là et puis je vous laisse répondre à la première. Et donc là, après, il y a une dimension qui est beaucoup plus subtile, c'est ce que moi je ressens comme étant une vie digne pour moi. Et là, c'est quelque chose de très subjectif parce que quelqu'un va pouvoir, peut-être parce qu'il est croyant par exemple, ou pour d'autres raisons personnelles, philosophiques, assumer une vie diminuée dans la souffrance éventuellement, etc., de manière tout à fait lucide et courageuse, alors qu'une personne vivant exactement la même condition va considérer que c'est insupportable. Et là, cette personne-là va pouvoir demander effectivement l'euthanasie ou d'autres aides. Alors peut-être que vous pourrez répondre à la première question. Donc. Oui. Allez-y. Donc la première question qui était, je le rappelle pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, à partir de quand peut-on parler d'altération du jugement chez le patient ? C'est pour ça que je crois que vous avez partiellement répondu à cette deuxième question. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, donc je l'exprime. Les droits de l'homme, ce n'est pas pareil. Les droits de l'homme, ça évoluera dans le sens que pour le moment, je défends. Le droit aussi à sa propre mort, à son approche subjective de sa mort, et d'avoir un jugement qui n'est pas celui ni de la société, ni d'un autre individu. C'est comme ça. Les droits de l'homme, c'est les droits d'un homme et d'une femme, si vous permettez, parce que c'est human rights, mais pas seulement les droits de l'homme. Alors, évidemment, ce n'était pas la même notion il y a 50 ans, et surtout il y a 150 ans. Nous avons, par rapport à cette fin de vie, parce que vous voulez un autre mot, aide à la fin de vie, aide au passage. Il y a un très beau livre de Reverdy qui s'appelle « Le passage ». C'est très facile de prendre un autre mot. Mais ne nous attachons pas au mot. D'ailleurs, je vous sais d'un jugement trop profond pour vous attacher seulement au mot. Donc c'est une condition qui nous attend tous. C'est un passage et un affrontement avec quelque chose qu'on pressent, mais qu'on voit chez les autres et qu'on ne voit pas chez soi. Si vous permettez, c'est ça la première différence. On juge pour les autres et quand on y sera, qu'est-ce qu'on va raconter ? Je ne vous dis pas du tout, peut-être, que j'aurai le courage, si j'ai encore l'intention, de dire « supprimez-moi ». Mais ce n'est pas sûr, du tout. Tout ça, ça change. Alors l'altération, ça change aussi. Vous ne pouvez pas dire qu'un malade d'Alzheimer, c'était... Bien sûr, je suis d'accord avec vous sur le fond. On va respecter la parole et un individu est un individu, oui. Mais en réalité, dans son jugement et dans la façon dont il doit influencer l'entourage, il faut quand même qu'on apporte quelques nuances. C'est pour ça que la personne responsable est tout à fait essentielle. Si à un moment donné, avant que vous soyez atteint de la maladie d'Alzheimer, c'est mieux. Si vous avez
donnez votre sentiment à quelqu'un d'honnête et qui va retranscrire ce sentiment, ça va apporter quand même une aide pour la démarche qui sera adoptée. L'altération, ça commence où? Est-ce que quand on est très intelligent et qu'on a un code... ici, à l'école polytechnique, vous avez des QI formidables. Bon, c'est pas là-dessus qu'on juge. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas éduqués et qui ont le même jugement ou un jugement complètement contraire. C'est très difficile, bien sûr. C'est une nuance à chaque fois. L'histoire de la mort, c'est comme l'histoire de la vie. Il faut apporter quelques impressions personnelles, sûrement, et une approche différenciée, si on le peut. C'est pas la même histoire à chaque fois. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme changement dans ces 50 dernières années? Il y a une prise en compte de cette question-là. Elle n'était pas prise en compte, absolument pas. Et on avait, par rapport au pouvoir médical, une soumission absolue. C'était une erreur. Le médecin n'est pas responsable de votre mort. Il est responsable de votre vie et des traitements. C'est pas pareil. Alors, évidemment, à quel moment ça commence? Dans les moments de la finitude, c'est vraiment très, très compliqué. C'est pour ça qu'on peut dire que la sédation profonde ne s'appelle pas la mort. Si ça soulage tout le monde, d'accord. Et d'ailleurs, je suis pour cette loi. Je pense que c'est un progrès supplémentaire. Mais il y aura un autre progrès qui consistera à faire savoir, suivant les conditions qu'on imagine, etc., que la décision appartient non pas à celui qui va déclencher la sédation profonde, parce que là aussi, il y a une décision à prendre, mais à celui qui en décide par rapport à lui-même. Je pense que ce sera un progrès. On n'en est pas là, malheureusement, dans ce pays que je trouve retardataire sur ces questions, comme je trouve retardataire sur la toxicomanie. On va être les derniers à changer de position. C'est comme ça en France. Il y a un conservatisme invraisemblable. Il y a aussi quelques moments dynamiques dont il faut compter dans l'histoire. Et voilà, il y aura une bascule qui s'est déjà faite. Cette sédation profonde ne sera pas distribuée largue à manu. Je veux dire, on ne va pas faire ça pour tout le monde. Il y a quand même aussi l'histoire de la maladie et l'histoire du malade et l'histoire de la personne qui va jouer un rôle considérable. Mais honnêtement, si ça suffit pour qu'on soit d'accord, sédation profonde, je trouve qu'on a fait de grands progrès. Parce que dans mes débats, pendant plusieurs années, les débats que j'organisais, moi j'écoutais beaucoup, mais on était gênés par cette opposition, et là nous le sommes moins, entre les croyants et ceux qui ne l'étaient pas. Finalement, ça se heurtait à ce moment-là. Et nous ne nous heurtons pas à ce moment-là. Si vous voulez appeler sédation profonde quelque chose qui vous amènera, parce que vous dites on se réveillera peut-être, c'est pas l'objet. Non, mais bien sûr. Non, il y a des sédations, ça dépend. Oui, enfin, non, en général, c'est quand même parce qu'on pense qu'il y a, d'après l'expérience médicale, et vous allez dans tous les hôpitaux pour les soins palliatifs, on le sait, bien à un moment donné, n'est-ce pas? D'ailleurs, c'est pas la peine d'être médecin, c'est pas la peine d'être grand clerc pour s'en apercevoir. Il y aura quelques erreurs, bien sûr, mais je crois qu'il n'y en aura pas beaucoup. Alors, une autre question pour Louis Schetzer, si possible, car vraiment son temps de parole lui est vraiment plus favorable. Donc, si vous aviez une question pour Louis Schetzer, c'est le bon moment pour la poser. Je vois là une personne devant, de deuxième rangée. Attendez que le micro vienne. Ah non, en fait, dans la salle, il y a déjà le micro qui s'est déjà avancé vers une autre personne. On vous prendra après, alors. Allez-y. Alors moi, je suis un étudiant en médecine et donc dans les conditions de pratique qu'on a à l'hôpital, on se retrouve souvent devant des patients qui sont extrêmement fragiles, diminués, qui ont qui sont pas en train de mourir, qui sont pas mourants, qui ont des pathologies extrêmement invalidantes et qui nous demandent clairement qu'ils veulent en finir. Les médecins sont d'accord. On se retrouve en fait dans des situations qui sont extrêmement violentes, que ce soit pour le patient et pour le médecin. C'est des situations concrètes en fait. Qui sont là. Et voilà, ma question, c'est en quoi, finalement, est-ce qu'on peut justifier cette violence par le sacré, en fait? Et est-ce que, si vous pensez qu'il y a des moyens de combattre cette violence, c'est quoi, en gros, vos propositions concrètes pour battre cette violence quotidienne à l'hôpital? Alors, la question s'adresse à Louis Schetzer, j'imagine. Oui. Non. Si vous pouvez juste résumer rapidement la question et puis. Alors, ce que j'ai compris de la question, et puis vous me dites si c'est juste. Vous êtes étudiant en médecine ou médecin?
Voilà, vous êtes étudiant en médecine et vous avez l'impression que dans les services d'hôpital, vous avez un bon nombre de personnes extrêmement fragiles. Oui, c'est ça. Qui demandent au fond la mort, qui souffrent au point, en tout cas, de demander la mort. Et pour le personnel médical, c'est effectivement quelque chose d'extrêmement violent. Alors, c'est ça. Donc, y a-t-il un lien entre c'est ça. Et donc, y a-t-il un lien entre la violence et le sacré, ou c'est ça, ou... Oui, je comprends. Oui, tout à fait. Alors, je comprends, et en même temps, moi j'ai envie de dire, à partir du moment où, lorsque vous allez avoir des gens qui sont dans ce genre de situation, et que de manière systématique, vous allez leur proposer comme solution l'euthanasie, j'ai l'impression qu'on répond à la violence par la violence, quand même. Je veux dire, alors, pas violence au sens physique du terme, je veux dire, c'est violent, mais je ne suis pas sûr que pour les médecins, si la réponse est effectivement de donner la mort, on rentre dans quelque chose de plus doux, de plus paisible, etc. Je pense que, alors peut-être que ça a changé, mais j'ai quand même l'impression que pendant très longtemps, les médecins ou les soignants, là je parle sous contrôle, d'abord sous le vôtre, mais au fond n'ont pas vraiment été formés à un certain nombre de choses qu'ils avaient à affronter. Ils étaient formés pour lutter contre la maladie. Et donc ils ont été des combattants, on pourrait dire, contre la maladie. Le problème, c'est qu'il faut être un peu aveugle pour oublier que dans ce combat-là, ils vont toujours être perdants. C'est-à-dire qu'au bout du compte, nécessairement, la personne va mourir. Et donc, d'une certaine manière, le médecin, il aura nécessairement, et je crois qu'il n'était pas formé, alors ça change peut-être, mais pendant très longtemps, il n'était pas formé du tout, et c'est les médecins qui le disaient, il aura à affronter non seulement la personne malade qu'il est capable d'aider, qu'il est capable de soigner, mais la personne malade à laquelle il va être à laquelle il va être appelé, non à donner simplement des soins, mais pas à la guérir, parce que c'est trop tard, parce qu'il n'y a plus cette possibilité. Alors pour moi, c'est la révolution des soins palliatifs, ça. C'est le changement radical qui dit, dans le cadre médical même, lorsqu'il est plus possible de prendre en charge la personne en vue de la guérir, il y a encore tout un travail à faire. Et ça, c'est une formation, je crois. Et je pense qu'il y a déjà un progrès énorme. Mais que pour les soignants, ça reste, et dans certains services, évidemment, plus que dans d'autres, ça reste quelque chose de douloureux, de difficile, qui doivent être prêts et formés pour, et prêts à affronter la mort. Et donc, la mort que les gens ont de plus en plus de mal à vivre aussi, parce que notre société ne rêve que d'une chose, c'est de la gommer, de l'évacuer, ou de l'oublier en tout cas. Forcément, là, je pense qu'il y a quelque chose de très difficile. Alors, est-ce que l'aspect sacré ou l'aspect religieux, je ne sais pas, a quelque chose à dire? Oui, évidemment. Mais quelque chose à dire à la personne qui vit ça. Mais le système, je dirais, dans notre société, existe, et le même pour tout le monde. Et l'hôpital est un hôpital où il va y avoir des gens croyants, pas croyants, etc. Moi, j'ai envie de dire, il y a déjà des progrès, il y a toute une formation, j'ai envie de dire, aux soins palliatifs, qui sont à donner, non pas pour les soins palliatifs eux-mêmes, en tant que service particulier, mais pour tous les soignants qui abordent ces questions-là, qui sont confrontés en permanence à ces questions-là. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont vraiment difficiles, douloureuses. Je crains qu'il y aura toujours des choses extrêmement difficiles. Donc sa question, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement face à la situation? C'est pas des règles universelles. Il n'y a pas de choses universelles, mais déjà, parmi les choses... Apprenons les choses d'abord. Oui. Se rendre compte déjà que le malade a beaucoup plus de droits qu'il ne le croit. Et quelquefois que le médecin ne le pense. C'est-à-dire que le malade peut, s'il le veut, refuser, par exemple. Quitter votre hôpital. Oui. Tout ça, pardon. L'idéal serait d'éviter l'échange sans le micro, parce que sinon ce ne sera pas enregistré et les personnes qui nous verront en vidéo ne pourront pas comprendre en quoi consiste l'échange.
Et le malade peut en tout cas refuser les soins, par exemple. Et le corps médical, enfin le corps médical au sens large, les soignants au sens large, ont le devoir de respecter cette décision et d'accompagner la personne pour qu'elle vive ses derniers moments le plus doucement possible, en sachant que ça ne va pas enlever le côté tragique. Mais je pense que quand on est médecin, très honnêtement, affronter une part de tragique, c'est inévitable. Ou alors, il faut faire certaines spécialités qui évitent de se mettre dans ce genre de situation. Mais ça fait partie des choses les plus dramatiques. Ça fait partie des choses de l'existence, je pense, où on va rencontrer le drame de la mort et la peur de la mort, et chez la personne que vous soignez, et chez vous, et là où ça vous renvoie, inévitablement, je crois. C'est la grandeur, mais c'est la difficulté. Merci, Luschetzer. Alors, le temps de parole s'est égalisé entre nos deux intervenants. Il y avait une question qui était au deuxième rang. Oui, alors, pour M. Kouchner, alors. Vous avez parlé de douleur, vous avez parlé de souffrance aussi. Ma question est peut-être un peu simple, mais dans cette souffrance, il y a une grande part de psychologie, si j'ose dire. J'aimerais savoir comment elle est prise en compte aujourd'hui, comment sera-t-elle prise en compte plus tard dans cette nouvelle loi, et quel progrès on a fait dans ce sens-là pour comprendre cette influence que peut avoir la psyché humaine sur une maladie. Parce qu'il est peut-être facile de se rendre compte de quelqu'un, vous avez parlé d'Alzheimer, là, il y a des critères, mais il y a peut-être d'autres maladies où on ne sait pas très bien expliquer. Et là, peut-être qu'il faut approfondir. Où en est-on aujourd'hui par rapport à ça? Donc, n'y a-t-il pas une influence du psychisme sur la maladie, si je résume votre question? La question est plus nuancée. Alors, je vous laisse... C'est impossible. Vous avez tout à fait raison. Il faudrait donc... Alors là, la formation est tout à fait essentielle, bien qu'insuffisante. Elle serait même améliorée qu'elle serait insuffisante, parce que vous avez raison. Le psychisme des malades auxquels on a affaire en général et qui ne sont pas, si j'ose dire, expression absolument insupportable, vos malades, parce qu'ils ne vous appartiennent pas, il faudrait en tenir compte beaucoup plus largement. C'est d'ailleurs dans la loi Leonetti, que je défends parce que c'est la plus avancée, je souhaite qu'il y en ait une autre, je l'ai déjà dit, à propos de cette... Le débat a été mené sur la psychologie des gens. Tout le monde ne souffre pas de la même façon. Il y a des réveils, des rappels à sa vie passée, à son expérience, à tout ce que la psychanalyse traite par ailleurs, avec de moins en moins, finalement, d'engouement pour cette dernière spécialité, si j'ose dire. Je n'ai pas de réponse à ça. C'est comme votre question. Il y a quand même une grande noblesse dans le métier médical, c'est de savoir, ayant été mieux formé, car ni sur la douleur, ni pour la réponse à votre question, on est formé suffisamment dans ces études. On est confronté à la réalité parce que vous êtes, j'espère, interne et que sinon vous aurez, ça fait rien, vous le serez. Et donc, il y a un contact qui vous apprend à vous, aux dépens de vous-même. Je n'ai pas de réponse à ça. C'est une part très importante des souffrances. On ne peut pas évacuer ça simplement parce que quelqu'un, dans un moment difficile, ou parce que c'est vrai que sa maladie est incurable, vous demande de partir. Il y a des tas de gens qui le demandent dans des conditions psychologiques très particulières. Vous devez savoir y répondre. En tout cas, vous devez esquisser la réponse. C'est très, 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 très difficile. Surtout dans les conditions hospitalières de cette époque. Vous savez, il y a eu tellement de manipulation de la psychiatrie et tellement de manipulation des malades psychiatriques. Il y a d'abord la solution hitlérienne, on les supprimait tous, parce que c'était trop pesant, puis ça coûtait à la société. Et puis il y a la prise en compte graduelle, mais je ne vais pas en dire plus, parce que c'est vraiment encore trop négligé dans notre pays. Par exemple, on a supprimé les hôpitaux psychiatriques, on a fait le secteur. C'était un progrès, mais c'était un progrès insuffisant et pervers. Tout ça, comment faire pour le prendre en compte? Nous sommes dans un domaine où c'est presque trop tard. Je dis ça avec regret parce que ce n'est pas ce que je pense complètement.
C'est jamais trop tard de prendre ça en compte. Mais enfin, vous savez, quand une personne est en réanimation et qu'elle est dans le coma, son psychisme s'est un peu dépassé. Pourtant, c'est le poids de sa vie qui est là. Je n'ai pas de réponse, monsieur. Merci Bernard Kouchner. Alors, y a-t-il une autre question dans le fond? Juste après. Bon, alors, moi j'ai une question, premièrement pour Monsieur Kouchner. Une question à la fois, c'est mieux. Oui, une question à la fois. Mais qui va s'adresser peut-être aux deux. En fait, c'est une question d'abord aux législateurs plutôt qu'aux médecins, parce que vous dites que la loi ne va obliger personne à rien. Et j'ai peur qu'une loi qui n'oblige personne à rien ne serve à rien, en fait. N'est-ce pas le but de la loi d'obliger quelqu'un ou une entité à faire quelque chose? Et donc, j'aimerais plus vous entendre tous les deux sur, voilà, cette loi qui est proposée, concrètement, qu'est-ce qu'elle va obliger à faire, à qui, et pourquoi c'est bien et pourquoi c'est mal. Parce que la loi qui proposait justement l'utilisation de la morphine, heureusement qu'elle a obligé quelqu'un à faire quelque chose. C'est-à-dire, elle a obligé le médecin-chef, si vous voulez, qui avait la clé, à ouvrir son armoire, ou elle a obligé quelqu'un à mettre à disposition de la morphine. Donc votre question, c'est si la loi n'oblige rien à personne, cette loi finalement ne sert-elle à rien? Et ça, la question, c'est même pas une question. J'ai l'impression que ça s'adresse surtout à Bernard. C'est pas la peine de répéter, Allez-y. on a compris. La question, c'est à quoi elle sert, à qui elle oblige, à quoi? Alors, Et pourquoi c'est une bien loi, ça peut ouvrir les yeux, ça peut ouvrir aussi la société, et ça peut obliger à des gestes qui permettent un choix. C'est ce que font les lois sur... j'en ai cité quelques-unes, mais il y a beaucoup de lois, 4 ou 5 en tout cas, qui ont fait évoluer cette approche de la mort, de la fin de vie. Mais personne n'oblige. Si un malade réclame de faire cesser sa douleur, on doit lui répondre. Est-ce que les médecins le font à chaque fois? Non. Hélas. Et qui va obliger le chef de service à utiliser la morphine s'il ne veut pas? Il sera courageux celui-là, parce que dans son service, ça va faire quelques conflits. Mais il peut le faire, et ça se fait. On n'oblige personne à accompagner la fin de vie de la manière dont Louis Schweitzer ne veut pas qu'on l'accompagne. On n'oblige pas un médecin de le faire. C'est pas possible. Pas en Belgique, pas aux Pays-Bas, pas aux États-Unis. Vous refusez, et vos convictions vous permettent de le refuser. Mais il n'y a pas une obligation, parce que vous comprenez, si on allait plus loin, on dirait à quelle dose de morphine vous avez droit par rapport à votre poids et par rapport à votre souffrance, etc. Laissez aux médecins le soin de faire leur métier. C'est une ouverture formidable, et la preuve, c'est que ça marche. Mais ce n'est pas obligatoire. C'est obligatoire qu'on réponde aux malades. Si vous ne répondez pas, il y a des recours. Si on ne vous donne pas le dossier médical, il y a des recours. Ça prend je ne sais combien de mois, d'années, et ça ne marche jamais, mais enfin, voilà, c'est comme ça. Les lois, ce n'est pas applicable immédiatement. Mais c'est un choix ouvert qui n'était pas possible d'emprunter il y a 5 ans, il y a 10 ans. Donc, petit à petit, ça change les mentalités. Peut-être quand même, je peux rajouter un... c'est vrai que la loi, celle que souhaite Bernard Kouchner est celle que je ne souhaite pas. Donc cette loi hypothétique qui n'existe... Il va me défendre moi. Non, justement, mais cette loi qui n'existe pas encore. Selon ceux qui militent pour ça depuis très longtemps, c'est une loi qui permettrait à une personne qui demande une aide à mourir sous une forme ou sous une autre de recevoir cette aide. Alors, quand Bernard Kouchner dit « ça n'oblige personne », si, ça oblige la société à accepter cette demande et à la prendre en compte. Eh bien, c'est ça la loi. Tout à fait. Ce qui fait que ça oblige le médecin à donner la mort. Alors, j'imagine que dans un tout premier temps, comme ça se passe en général pour d'autres choses, on dira on va respecter la conscience du médecin pourvu qu'on puisse trouver quelqu'un qui fasse, etc. Et puis au bout d'un certain temps, quand ça sera bien rentré dans les mœurs, on dira si vous voulez être médecin, il faut que vous acceptiez ça. Ça joue. Là, on retourne sur votre question. On fait la différence entre les gens qui sont malades et qui sont à l'hôpital et qui sont en général incapables d'exprimer leur opinion parce qu'ils sont dans le coma. Cela, c'est une catégorie très importante. C'est là que se posent les questions que vous évoquez. Est-ce qu'on oblige les gens ou pas? Et puis, il y a les gens qui sont le choix, sans être malades,
de ne pas se sentir diminué pour des raisons philosophiques ou je ne sais quoi, et dans ces conditions, on n'est pas forcé de demander à un médecin. L'assistance à ce départ choisi n'est pas forcément médicale. Et moi, personnellement, je trouve que ça serait mieux qu'il ne soit pas médical. C'est-à-dire que si elle n'est pas médicale, il faut trouver une entourloupe, je dirais d'une certaine manière, pour se procurer des produits que seul un médecin peut donner. Vous avez fait ça sur Internet, vous l'avez demain. Mais oui, malheureusement, c'est la vie. C'est ça. Alors, quand même en Suisse... Ah oui, on paye en Suisse, c'est autre chose. Oui, mais il y a quand même cette dimension, j'ai l'impression, de contrôle médical. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que ça oblige... Je vois que la présentation de Bernard Kouchner, ça n'oblige personne, etc. Très honnêtement, c'est du rêve. Non, c'est un beau rêve. C'est un beau rêve, oui, c'est un beau rêve. Un beau rêve est un rêve. Non, un beau rêve, c'est une réalité en parce marche. qu'effectivement, ça oblige la société à donner à une personne qui veut se suicider les moyens de se suicider. Et ce que moi je crois, et c'est la raison pour laquelle je suis contre, ça change le rapport d'une personne à la société. Et c'est pas simplement, et croire que c'est simplement la liberté d'une personne en pleine possession de ses moyens, en pleine conscience, qui va fonctionner et que jamais il y aura de dérapage, moi j'ai envie de dire, ça ouvre au contraire énormément de portes. Ils ont les médecins qui le font. Et qu'est-ce qui se passe en Belgique? Vous faites la différence entre les médecins qui veulent ou qui ne veulent pas. C'est fait, et ça n'a aucune conséquence sur la société. Les médecins qui choisissent d'aider ce passage, ils le font et ils demeurent médecins, et ils n'ont pas que des malades qui viennent en leur demandant de passer l'arme à gauche. Ça n'a aucune conséquence pour les médecins. Dire que ça n'a aucune conséquence pour la société, je pense que nous n'avons pas les mêmes lectures sur les conséquences. Mais écoutez, Louis, vous n'avez pas vu le bouleversement en Belgique, ni aux Pays-Bas. Il y a des bouleversements personnels, et il vous les raconte, c'est pas facile d'accompagner les parents qui souhaitent, ou les amis, ou je ne sais qui. C'est pas facile, mais c'est un débat qui ne modifie pas la société. Et l'assurance sociale en particulier. L'assurance maladie. Alors, pour conclure ce débat, une toute dernière question qui devra être extrêmement brève, et la personne s'était déjà désignée tout à l'heure, et Louis Schweitzer aura 2 minutes pour répondre, et nous conclurons ce débat. Eh bien, vous avez entamé votre temps de parole, vous l'avez sédaté. Si je l'avais sédaté, j'aurais triomphé. Allons-y, arrivons à la question. Au premier rang. Oui, bonjour. Donc, après la pratique médicale, le contentieux médical, donc c'est une question de juriste, et notamment sur ce qui n'a pas trop été évoqué ce soir, c'est la question du consentement et surtout de son expression, notamment par le fait que la personne de confiance se relégue un peu au second rang après les directives anticipées, et même si ça passe au second rang, jamais un médecin en pratique ne se basera que sur la personne de confiance et consultera la famille en général pour se couvrir. Mais la question, c'est notamment quand la personne arrive dans des cas de fin de vie qui sont très difficiles, ou en situation, par exemple, comme Vincent Humbert, post-relationnel, la question se pose, comment mettre en place un système d'expression du consentement qui soit cohérent et surtout qui soit efficace pour faciliter les démarches pour les familles et pour les médecins, alors qu'actuellement, l'expression du consentement qui est donnée par le Code de la santé publique ouvre lieu, en fait, donne lieu à de vrais contentieux, comme notamment le cas Vincent Humbert, qui est typiquement un cas d'expression du consentement. Comment permettre l'expression du consentement de façon claire? Alors, je crois que la question se pose surtout pour Bernard Kouchner. Auquel cas, je vous laisserai juste 2 mots, et non pas 2 minutes, pour essayer de répondre le plus clairement, le plus synthétiquement à la question, et puis je laisserai conclure Louis Schweitzer pendant 2 minutes. 2 mots. Merci. Dans le consentement, j'ai cru dire tout à l'heure, mais certainement pas assez clairement, que avoir les possibilités du consentement ou de la proposition, c'est ça qui compte. Jusque-là, et ne pensez pas que les lois, ça doit nous ordonner à l'intérieur de nous-mêmes de changer complètement. C'est pas ça la loi, au contraire, il y a un choix profondément difficile, et je suis d'ailleurs pas tellement en désaccord avec Louis Schweitzer, franchement. Il fait comme il veut, il croit en Dieu, moi pas. Respectons les uns et les autres. Si on se met dans des conditions, vous savez, le consentement éclairé, ça veut dire qu'on en parle et que c'est plus tabou. À l'échelon personnel, c'est peut-être fait différent. Il faut quand même avoir sur la psychologie un regard très, très actif, mais sinon ça va. On commence à en parler en France, c'était impossible il y a 20 ans. Il
Il y a des pays plus avancés ou plus retardés, j'en sais rien, après tout, question de choix, je ne sais pas si ça marchera. Et c'est ça qu'il faut donner les éléments. Moi, je reproche, et notre étudiant en médecine va sûrement me dire que j'ai tort, j'espère qu'il va me dire ça. Les études médicales sont terriblement mal foutues. On fait, sur la première année, un choix parce qu'on n'a pas le droit, étant donné la Constitution qui interdit d'interdire l'entrée à l'université, et on apprend, le choix se fait sur des matières qui vont engager votre vie, vous ne les entendrez jamais parler et vous ne les appliquerez jamais en médecine. C'est con, hein? Ben, c'est comme ça. Bon, la France est un pays absolument conservateur, et la deuxième année, c'est pareil presque. Vous comprenez, ces débats-là ne sont pas portés par ceux qui devraient les porter, c'est-à-dire l'éducation, les professeurs. Vous savez, moi j'ai essayé de changer les études médicales, mais vous savez qu'on change entre le ministère de la Santé et l'Éducation nationale, parce que c'est double salaire. Et les PUPH, c'est parce qu'ils retrouvent... J'ai rien contre les PUPH, au contraire, tout le monde le sait. Mais quand même, il y a une permanence du débit, du conflit et du débat. Et pas assez. Merci Bernard Kouchner. Donc Bernard Kouchner a été généreux vis-à-vis de vous, Lou Schetzer, puisqu'il vous confère 1 minute de plus, donc vous avez 3 minutes pour conclure. Je savais qu'il organisait ça. Et comment finir en 3 minutes sans rajouter une couche? Moi j'ai l'impression qu'effectivement, il faut qu'on ait en tête qu'on est devant une situation qui est extrêmement compliquée. Encore une fois, le désaccord entre nous est sur le point final d'un long raisonnement pour lequel nous avons été d'accord. C'est-à-dire qu'il y a énormément de vrais problèmes, de problèmes extrêmement douloureux, etc. Et il y a une nécessité qui nous est commune, je pense, complètement, de trouver des solutions, d'aider, de progresser dans la prise en compte de la fin de vie. Ces progressions, elles existent. Le mieux, il est déjà énorme. Et je dirais, il y a un mieux qui souvent est d'abord juridique, ou d'abord expérimental, par exemple comme les soins palliatifs, puis petit à petit, il faut que les mentalités changent. Et il y a un décalage entre la loi, toujours, et puis la manière dont la loi va être appliquée, le temps où elle va être appliquée. Après, il y a une différence, et c'est là où on n'est pas d'accord. Personnellement, je crois, et sur le plan éthique, bien en dehors de l'éthique médicale même, c'est souvent le cas. Il y a quelque chose sur lequel je crois qu'il faut être lucide, c'est que très souvent vous avez un problème. Il y a quel que soit ce problème. Et puis on va spontanément, naturellement, généreusement trouver une solution à ce problème. Et j'ai envie de dire, on va trop rapidement trouver une solution à ce problème parce qu'on ne se rend pas compte que la solution elle-même va déclencher toute une cascade d'autres problèmes. La différence entre nous, c'est que Bernard Kouchner croit que la solution qu'il propose, et que proposent beaucoup de gens, qui est la légalisation de, ne disons pas l'euthanasie, vous direz comme vous voudrez, est un problème qui ne relève que de la liberté personnelle de l'individu, et ça ne pose pas justement de problème plus large. Moi, je suis persuadé que cette solution entraîne tout un tas d'autres conséquences tout aussi négatives. Et donc, dans ce sens-là, je le dis pour une part, et là, ça ne regarde que moi et quelques-uns parmi vous, je le dis en tant que chrétien, et je reconnais que là, je ne peux pas l'imposer à des gens qui ne partagent pas ces convictions. Ce que je crois, c'est que parmi la cascade de conséquences négatives, il y a des choses qui relèvent simplement de la société, et que beaucoup de personnes, pas chrétiennes pour autant, peuvent reconnaître qu'effectivement, ça pose des problèmes qui ne sont pas des problèmes religieux ni confessionnels. Merci Lou Schetzer, merci à nos 2 orateurs pour leur présence et pour la qualité de ce débat.